Un nouvel acteur sur le sol libyen, la Turquie veut envoyer des troupes pour soutenir le gouvernement d'union nationale. Son Parlement pourrait voter une loi autorisant le déploiement des forces dès janvier prochain. À Hong Kong, les militants pro-démocratie ne s'avouent pas vaincus. Ils ont pris d'assaut les centres commerciaux pour manifester. La police est intervenue pour les déloger. Et puis, en Inde, la loi sur la citoyenneté s'attire de nouveaux adversaires. Des membres de plusieurs communautés religieuses, autres que les musulmans, sont aussi descendus dans les rues. Objectif, contraindre New Delhi à ranger définitivement le test. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. La Turquie s'engage au sol en Libye. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce jeudi que son Parlement pourrait donc voter en janvier prochain une motion, celle qui devrait donc autoriser l'envoi de troupes en Libye. Voici donc les précisions à travers ce reportage. Le Parlement turc pourrait voter en janvier prochain, dès la reprise des travaux du Parlement, une motion autorisant l'envoi de troupes en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale face aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, il s'agit d'une façon de répondre favorablement à l'invitation du gouvernement libyen légitime qui a sollicité une aide militaire. Ces déclarations du chef de l'État sur l'envoi de troupes en Libye surviennent au lendemain d'une visite surprise qu'il a effectuée en Tunisie, au cours de laquelle il a notamment évoqué le dossier libyen avec son homologue tunisien, Kais Saïed. Le Parlement turc a déjà approuvé samedi dernier un accord de coopération militaire et sécuritaire signé avec le gouvernement libyen d'union nationale le 27 novembre dernier, lors d'une visite à Istanbul de son chef, Fayez al-Sarraj. L'accord permet aux deux parties d'envoyer dans l'un et l'autre pays du personnel militaire et policier pour des missions d'entraînement et d'éducation. Pour obtenir l'autorisation de déployer des forces combattantes en Libye, le gouvernement turc doit faire approuver par le Parlement un mandat séparé comme il le fait tous les ans pour envoyer des militaires en Irak et en Syrie. Dans le camp adverse, le maréchal Haftar est soutenu par l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis, pays qui ont tous des relations tendues ou limitées avec la Turquie. Et le ministre libyen de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a annoncé évidemment ce jeudi, lors d'une visite en Tunisie, qu'il pourrait donc demander officiellement un soutien militaire en Libye. L'objectif est donc de pouvoir combattre les forces du maréchal Haftar. Nous avons le droit de défendre Tripoli et nous demanderons officiellement au gouvernement turc son soutien militaire. Nous attendons la conférence de Berlin comme nous avons attendu la conférence d'Adamès. Mais nous voyons que concrètement, il est difficile de discuter parce qu'il y a une personne qui s'appelle Haftar qui refusera toute conférence car il ne reconnaît que la force et la prise du pouvoir par la force. Nous pensons qu'il y aura une coopération entre la Turquie, la Tunisie et l'Algérie et que nous formerons une alliance qui sera au service de nos peuples et de notre stabilité. En République démocratique du Congo à présent, Martin Fayulu mène depuis le 24 décembre une visite de compassion auprès des populations meurtries du territoire de Béni, situé dans l'est du Kivu. Il interpelle notamment les autorités onusiennes et locales à agir au plus tôt. Martin Fayulu a rendu une visite de Noël dans cette région où les autorités et l'ONU attribuent les massacres de civils depuis plus de 5 ans aux rebelles ougandais de l'ADF. Pour l'opposant qui revendique toujours sa victoire à la dernière présidentielle, la solution à la crise dans la région passe par l'installation d'autorités légitimes. Accompagné de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui est aussi le nouveau coordonnateur de la MOUCA, Martin Fayulu est arrivé au quartier général de la MONUSCO à Béni et s'est présenté comme
comme le président élu le 30 décembre dernier par les Congolais. Au responsable de la mission onusienne, il dit ne pas pardonner à la MONUSCO son inefficacité décriée par les populations locales depuis plusieurs années. Pour lui, les massacres s'intensifient dans la région en présence de contingents pléthoriques et des hauts dirigeants de l'armée. Si la MONUSCO appuie les troupes congolaises dans les opérations en cours, elle ne doit pas pour autant appuyer les institutions du pays, estime Fayulu. Face aux jeunes des associations et aux militants des mouvements citoyens, l'opposant n'a cependant pas approuvé l'insurrection contre les casques bleus. Il faut faire très attention, explique-t-il, et ne pas tomber dans le piège de certaines personnes qui veulent voir la MONUSCO partir et laisser la population seule sans témoin oculaire des crimes. Le mal de Béni vient d'un homme, Joseph Kabila, a martelé Martin Fayulu devant des milliers de partisans, ajoutant que pour lui, il n'y a qu'une seule solution, le respect du résultat des urnes. Et retour sur cette célébration, la fête de Noël, la nativité du Christ. Les chrétiens du Cameroun ont célébré la naissance de Jésus-Christ après évidemment la messe. Les réjouissances populaires ont continué dans les quartiers, une manière de traduire dans les actes l'un des messages forts de Noël, notamment l'appel l'unité et puis la solidarité. Les détails. Toutes les obédiences religieuses ont participé à cette célébration. Pour ces chrétiens camerounais, Noël est la fête de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Les récits qui relatent cet événement de la vie de Jésus-Christ sont dans les évangiles. Chez les protestants, les fidèles ont célébré la fête de la nativité sous le signe de la lumière qui est Jésus-Christ. Dans la paroisse Notre-Dame catholique de l'Annonciation de Bonamoussadi, les fidèles ont prié pour que le Cameroun soit préservé de la haine, du désordre et de la division. Comme dans la plupart des églises, notamment au sein de l'église presbytérienne camerounaise ou l'église évangélique du Cameroun, la célébration de la naissance de Jésus-Christ est perçue comme une chance pour l'humanité, car son avènement apporte un renouveau pour tous. En dehors des prêches appelant à la paix et à l'unité des Camerounais, l'administration des sacrements était à l'ordre du jour. De nombreux petits-enfants ont reçu des sacrements de baptême, de première communion et de confirmation. La fête s'est poursuivie dans les foyers à travers dons de cadeaux, réjouissances et partage de nourriture. En République centrafricaine, à présent, les combats entre miliciens et puis commerçants ont éclaté ce mercredi et se sont poursuivis ce jeudi dans le quartier majoritairement musulman de PK5 à Bangui, la capitale. Des violences durant lesquelles au moins 11 personnes ont été tuées. D'après l'imam de la mosquée Ali Babolo de Bangui, 16 corps ont été apportés à la mosquée, mais 2 sources sécuritaires évoquent respectivement au moins 11 et 14 morts sans plus de précision. Ni la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ni les autorités centrafricaines ne contrôlent le PK5 et aucun bilan officiel des affrontements n'était disponible dans l'après-midi de ce jeudi. Ces morts ont été enregistrés lors de combats entre miliciens et commerçants qui ont éclaté mercredi et se sont poursuivis ce jeudi dans le quartier majoritairement musulman de PK5 à Bangui, la capitale centrafricaine. Selon des témoins, ce sont les commerçants qui ont pris les armes pour s'opposer à la taxation imposée par les groupes d'autodéfense qui règnent dans le quartier. Une partie du marché a été brûlée, ainsi que quelques véhicules. Des rafales d'armes automatiques et des explosions ont également retenti dans la capitale centrafricaine. Le PK5 est en proie à des violences sporadiques depuis 2014. C'est dans ce quartier que s'étaient réfugiés beaucoup de musulmans de Bangui après les affrontements entre rebelles Séléka et groupes anti-Balaka qui ont ravagé la capitale après la chute du président François Bozizé en 2013. Et on quitte le continent à présent direction l'Asie. Hong Kong a connu ce jeudi pour la 3e fois, le 3e jour consécutif, des affrontements entre la police et les manifestants pro-démocratie. Cette fois-ci, ce sont les centres commerciaux particulièrement fréquentés en cette période de fête qui ont été ciblés par les manifestants. Des centres commerciaux ont été pris d'assaut jeudi par les contestataires pro-démocratie. Ces derniers s'y sont rassemblés pour scander des slogans hostiles au gouvernement et à la police. Dans un centre commercial du quartier Taipo au nord-est de Hong Kong, la police anti-émeute a fait usage de gaz au poivre et de teinture bleue à l'encontre de dizaines de manifestants vêtus de noir.
Les forces de l'ordre ont en outre procédé à de nombreuses arrestations et le gouvernement a condamné les violences et les destructions. Hong Kong, depuis le mois de juin, est le théâtre de la crise la plus grave traversée par l'ex-colonie britannique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Mais il faut remarquer que la violence avait baissé d'intensité ces dernières semaines. Des appels ont été lancés sur Internet pour des actions coup de poing pendant la période de Noël et du Nouvel An. Prendre pour cible les multiples centres commerciaux est une manière de perturber l'économie et de faire ainsi pression sur Pékin et le pouvoir exécutif local qui leur refuse toute concession. Le mouvement a eu un impact sur le terrorisme et l'économie de la place financière, entrée en récession au 3e trimestre pour la première fois en 10 ans, le PIB s'inscrivant en recul de 3,2%. Et puis, en Inde, le mouvement de contestation contre la loi sur la citoyenneté reçoit le soutien de plusieurs autres communautés religieuses. Le test jugé discriminatoire par la minorité musulmane privilégie la nationalité indienne au profit des expatriés. Ils étaient des centaines de personnes à rejoindre le rang des manifestants pour se faire entendre. Des dizaines de milliers d'Indiens protestent contre la loi très controversée qu'ils considèrent comme discriminatoire à l'endroit des musulmans et potentiellement dangereuse pour d'autres minorités de ce pays de 1,3 milliard d'habitants. Votée le 11 décembre dernier, la loi facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, sauf pour ceux de confession musulmane. Le mouvement de protestation qu'elle a suscité et qui a coûté la vie à ce jour à 25 personnes au moins est le principal défi qu'affronte le Premier ministre indien Narendra Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Celui-ci clame pour sa part que la loi n'a rien de discriminatoire, ce que contestent les manifestants. Plusieurs Indiens d'autres nationalités se sont joints à la marche en signe de solidarité et surtout craignant que l'application de la loi ne soit élargie plus tard à leur religion. Ils se disent inquiets de voir les fondements laïques de leur pays être à leurs yeux remis en cause. Nandini, enseignante à l'université de Delhi, et hindou se dit scandalisé par la manière dont la police a agi, sans ménagement à l'encontre des étudiants de l'université de Jamia et tient à leur exprimer son soutien. En gros, c'est comme si un dirigeant avait une communauté dans le nez et obtenait la majorité pour soutenir cette idée, comme Hitler l'a fait avec les Juifs ou comme la Birmanie le fait avec les musulmans Rohingyas, a-t-elle précisé. Après les musulmans, ils peuvent prendre pour cible n'importe quelle autre communauté. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un bouc émissaire et pour l'instant, les musulmans semblent être les parfaits boucs émissaires, a souligné un autre participant à la marche. Et puis ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.